Alors, on va parler maintenant de la puissance des données et le mot puissance ici, c'est presque un euphémisme. Science des données, c'est l'accumulation, utiliser l'accumulation de données pour faire des choses intéressantes, intelligentes, utiles, scientifiques. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'être humain est, de façon générale, assez mauvais pour prendre des décisions de façon intuitive par rapport à des données ou des observations. Euh, la puissance du cerveau humain, c'est sa capacité de toujours être en mesure de prendre des décisions. Donc, si vous êtes sur la plage et tout à coup, quelqu'un arrive avec un espèce de cerf-volant pour vous faire voler attaché à un bateau, il faut prendre une décision rapidement. Vous allez dire oui, vous allez dire non, etc. L'être humain est extraordinaire pour ça, mais lorsqu'il y a des données, lorsqu'il y a des chiffres, et surtout lorsqu'on peut vérifier l'efficacité des prédictions, on se rend compte assez vite là, que des outils très, très élémentaires au niveau statistique vont offrir de bien meilleures performances que l'intuition humaine. C'est assez rare qu'on va voir des cas où on va avoir qu'un expert qui utilise son intuition va être plus efficace que une formule mathématique, une équation euh, va réaliser en termes de prédiction, par exemple. Et donc, là, ce que vous voyez ici, c'est une étude qui date de 2000 où on regardait, c'est une méta-analyse, on regarde plein d'études qui ont été faites où on compare des outils là, actuariels assez basiques pour faire des prédictions par rapport à des experts. Et ce qu'on se rend compte finalement, c'est que l'utilisation des chiffres de façon bête et aveugle permet de faire des meilleures prédictions la plupart du temps. Et là, ici, on parle évidemment d'outils élémentaires. Il s'agit de la médecine. Dans le cours, ce qu'on va voir, c'est des outils qui ne sont pas uniquement élémentaires. On va voir des outils très puissants qui permettent de faire des prédictions. Il y a une vidéo que j'ai rendue disponible là, dans la liste où Peter Norvig, qui était directeur de recherche chez Google à l'époque, euh, explique à quel point il est impressionné par l'efficacité de l'utilisation de données. Euh, pour lui, c'était même déraisonnable à quel point, si vous avez énormément de données, en fait, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Euh, bon, euh, Google est une compagnie qui a comme modèle d'affaires, d'une certaine façon, ça c'est mon point de vue à moi, d'accumuler le plus de données possible sur le plus de choses possibles et ensuite d'utiliser des outils de science des données, d'apprentissage automatique ou d'intelligence artificielle, tout ça se mélange pour extraire de la richesse de ces données-là. Dans certains cas, pour le grand plaisir des usagers, ou dans d'autres cas, peut-être pour les angoisser un peu, se sentant espionnés. Un des exemples les plus intéressants, à mon avis, pour comprendre la puissance extraordinaire et déraisonnable des données, c'est un exemple artificiel qui a été conçu euh, pour faire de la recherche au niveau de l'intelligence artificielle. Déjà en 2016, au niveau de la recherche, on considérait que euh, la vision par ordinateur, lorsqu'on se limite à reconnaître ce qu'on voit, reconnaître la personne, reconnaître de quelle catégorie d'image il s'agit, de quel objet il s'agit, etc. Donc, d'identifier euh, le sujet dans l'image.
C'était pas mal réglé, au sens où, si vous avez beaucoup d'exemples, les systèmes étaient capables d'apprendre à faire le travail. On va en parler, plus tard, là, au niveau de l'apprentissage automatique. Et donc là, la frontière, scientifique, que les gens voulaient explorer, c'était d'aller plus loin, de poser des questions sur des images, euh, mélanger le texte, hein, à travers des questions pour obtenir des réponses. Et là, on voulait tester une partie difficile où il y a de la logique, où on peut poser des questions plus complexes. Et donc, à travers ces images-là, ce qu'on va obtenir, c'est des images de synthèse et des questions relativement complexes au niveau logique sur ces images-là. Par exemple, are there an equal number of large things and metal sphere? Bon, au niveau du langage naturel, c'est-à-dire du fait que les questions sont posées ici en anglais, le vocabulaire était extrêmement restreint. Euh, il y avait très peu de types d'objets différents, mais on a des textures, des couleurs, des tailles, des positions. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on pouvait faire un système automatique qui générait les images en plaçant les objets au hasard et qui générait les questions. Mais en générant les questions, on pouvait aussi générer les réponses, hein? Donc, ça permettait de faire un jeu de données. On va parler là, de jeu de données là, amplement dans le cours, mais ça permettait de faire un jeu de données énorme, centaines de milliers d'images, questions-réponses. Et donc, ça permettait d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments pour entraîner les systèmes. Et là, les gens ont publié l'information, ont publié ce jeu de données-là avec des résultats assez élémentaires au départ, ce qu'on appelle un baseline, où on arrivait à solutionner le problème. Et l'idée, c'était que, en tout cas, ça, c'est ma compréhension, de faire un jeu de données qui allait être utile pour longtemps parce que c'est vraiment des problèmes qui sont difficiles au niveau de l'intelligence artificielle. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que ça a été proposé en décembre 2016. Là, je parle de le moment où on a publié l'article qui décrivait le jeu de données, mais déjà, quelques mois plus tard, en juin 2017, il y a une solution supra-humaine qui a été proposée. Donc, on arrivait à entraîner un système qui avait des performances au moins aussi bonnes qu'un être humain. Ici, il faut comprendre que les êtres humains, des fois, perdent patience un peu, et donc le taux d'erreur n'est pas zéro pour ces questions-là. Bon, ce qu'il faut retenir de ça ici, là, on parle vraiment de méthodologie, là. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui a été impressionnant ici, c'est la grande quantité de données a permis, en fait, de résoudre le problème avec des techniques déjà de l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui se répète assez souvent. Si vous avez une question et que vous avez suffisamment de données, le système va être capable d'apprendre à donner la réponse. Bon. Euh, Encore une fois, on va discuter tout ça plus en détail là, tout au long du cours. Si vous vous intéressez à l'accumulation des données, je vous propose 3 livres intéressants. Factfulness, c'est un petit livre court. Ces livres-là sont tous disponibles évidemment aussi en français. Et je suis certain que à travers ces lectures-là, vous allez avoir une meilleure compréhension là, de l'accumulation des données, de l'importance de l'accumulation des données.